Nous allons vous présenter le bilan de la Première Guerre mondiale à travers 3 étapes. Tout d'abord le bilan humain, puis le bilan économique et matériel, et enfin le bilan diplomatique, dans lequel nous verrons quelles sont les difficultés que rencontrent les chefs d'État européens pour reconstruire l'Europe et essayer de faire une paix durable. Commençons par le bilan humain. Cette infographie nous donne des informations sur le nombre de victimes de la Première Guerre mondiale. Les chiffres sont tous indiqués en millions. On constate qu'il y a énormément de victimes militaires, puisque cette guerre a fait pratiquement 10 millions de morts chez les soldats et qu'elle a laissé plus de 20 millions de blessés. Mais c'est également une guerre qui concerne les civils, ou qui fait beaucoup de victimes chez les civils, puisque nous avons pratiquement 9 millions de tués chez les civils, sans oublier les millions de veuves et d'orphelins laissés par la guerre. Ce bilan est lourdement aggravé par la grippe espagnole qui sévit à partir de 1918 et a fait 4 à 5 millions de morts. On voit bien, comme l'indique le graphique que vous avez sous l'image, juste à côté du soldat, que les 3 pays les plus touchés sont les principaux belligérants, à savoir l'Allemagne, la Russie et la France. Dans un deuxième temps, on va pouvoir voir que la Première Guerre mondiale a laissé un bilan matériel et économique très lourd. Tout d'abord, car il y a eu énormément de villes détruites. Par exemple, voici quelques cartes postales de Tergnier, Chauny et Saint-Quentin à partir de 1917. On peut voir que les villes sont quasiment en ruine. Les bâtiments qui ont été les plus bombardés sont en général les gares ou les centres-villes, car ils sont des lieux extrêmement importants pour les transports, la communication ou la prise de décision. L'économie française est également très affaiblie à cause des pertes dans le domaine de l'industrie ou dans le domaine agricole. En effet, avant de quitter le nord et l'est de la France, les Allemands ont inondé totalement les mines de fer et de charbon, ce qui entraîne une perte de plus de 60% de la production française. Quant aux terres et aux champs, ils ont été ravagés par les bombardements et par les combats. En 1918, plus de 3 millions d'hectares de terres agricoles sont inutilisables. Il faudra plusieurs années pour les nettoyer complètement, éliminer les obus, les cadavres et les rendre à nouveau praticables. Pour finir, nous allons essayer de voir quelles ont été les difficultés pour les Européens à faire la paix et à reconstruire l'Europe. Beaucoup de choses ont changé dans les sociétés européennes et en particulier en France. Par exemple, le rôle et la place des femmes dans la société. Durant la guerre, les femmes ont dû remplacer tous les hommes partis pour le front. Ce sont donc elles qui ont joué un rôle essentiel dans l'économie afin de continuer à faire tourner les usines, d'assurer les récoltes tout en s'occupant de leur foyer. À leur retour, il n'est plus concevable pour elles de retourner à la place qu'elles occupaient avant la guerre et elles entament plusieurs combats sociaux et politiques comme par exemple l'obtention du droit de vote. Mais d'autres problèmes sont posés aux sociétés civiles par les soldats morts et par les soldats invalides. Afin d'honorer les morts et de conserver leurs souvenirs, de nombreux monuments sont construits, soit dans les communes, soit près des cimetières militaires. Par exemple, vous avez ici une photo du cimetière militaire et de l'ossuaire de Douaumont. À l'intérieur de ce monument sont rassemblés les ossements de plusieurs centaines de milliers de soldats dont on n'a pas retrouvé l'identité ou les cadavres. À l'intérieur, on a également inscrit sur les murs la totalité des noms des soldats qui sont morts à Verdun. Pour honorer tous ces soldats dont on n'a jamais retrouvé le corps, pour honorer les disparus, on a décidé d'installer sous l'Arc de Triomphe à Paris la tombe du soldat inconnu. Depuis le 11 novembre 1920, la mémoire du soldat inconnu est honorée en France tous les ans lors du 11 novembre. Il est d'autant plus difficile de faire la paix et d'oublier la guerre que les mutilés sont extrêmement nombreux dans les sociétés de l'après-Première Guerre mondiale. Les gueules cassées, qui sont revenues entièrement défigurées ou amputées,
sont complètement démunis et il n'y a quasiment rien qui existe pour eux. On assiste au tout début de la chirurgie réparatrice et malgré les nombreux progrès médicaux, ce sont des hommes qui vont continuer à souffrir de nombreuses années après la fin des combats. Cependant, la plus grosse difficulté pour les chefs d'État a bien été de faire la paix. Cette paix, on a tenté de la faire grâce à des traités ou à des textes. Dès 1918, le président américain Thomas Woodrow Wilson propose 18 points qui, selon lui, sont essentiels à l'installation d'une paix durable. Suite à la publication de ces 18 points, les Européens et associés aux États-Unis ont décidé de créer la Société des Nations, ou SDN, dont le but était de garantir la paix. Cependant, comme l'indique cette caricature, la mission de la SDN semble immense et insurmontable face aux diverses difficultés. Afin de mettre fin à la guerre, plusieurs traités ont été signés. À Paris tout d'abord, en janvier 1919, mais surtout à Versailles en juin 1919. Le choix du château de Versailles et de la Galerie des Glaces pour la signature de ce traité n'est pas complètement anodin. En effet, c'est là qu'en 1871, la Prusse avait signé un traité avec la France par lequel la France perdait l'Alsace et la Lorraine. C'était donc un symbole très fort, en particulier pour les Français. Lors de la signature de ce traité, plusieurs personnages politiques ont été rassemblés. Par exemple, sur ce tableau, nous voyons le représentant allemand en numéro 1, Georges Clemenceau, le président du Conseil français en numéro 2, en numéro 3, le président américain Wilson, en numéro 4, le Premier ministre anglais Lloyd George, et pour finir en numéro 5, le président du Conseil italien Orlando. On constate déjà qu'il y a surtout des représentants de la Triple Entente et très peu de représentants de la Triple Alliance. On constate également que la Russie est totalement absente de la signature de ce traité, car je vous rappelle qu'elle est sortie de la Première Guerre mondiale en décembre 1917. Alors, quelles sont les modifications apportées par le traité de Versailles? Eh bien, il s'agit, dans un premier temps, de modifications territoriales. En effet, les articles 51, 87 et 119 redessinent les contours des pays européens et en particulier de l'Allemagne. L'article 51 fait référence à l'Alsace et la Lorraine, le 87 redessine la Pologne et le 119 prive l'Allemagne de toutes ses colonies. Comme l'indique cette carte, le territoire allemand est complètement modifié. En rose, vous avez toutes les pertes allemandes qui se sont faites au profit d'une part de la France, d'autre part de la Pologne, mais aussi du Danemark et de la Belgique. On voit bien que l'Allemagne est coupée en deux et que la Prusse orientale est nettement séparée de l'Allemagne, ce qui pose problème puisque la Pologne se situe entre les deux. Le traité de Versailles précise également de nombreuses interdictions militaires pour l'Allemagne. Par exemple, les articles 42 et 43 indiquent qu'il lui est interdit de construire ou de maintenir des fortifications de part et d'autre du Rhin, qui est la frontière entre la France et l'Allemagne. L'article 160 limite le nombre d'hommes dans l'armée allemande. L'article 171 interdit la fabrication de tanks ou d'engins. Et l'article 198 prive l'armée allemande de toute forme d'aviation ou de toute armée navale. Le traité de Versailles prive donc l'Allemagne de toute puissance militaire. Il indique également qu'une partie du territoire allemand sera occupée par les Alliés durant 15 ans. Enfin, le traité de Versailles impose de nombreuses obligations à l'Allemagne. En effet, l'article 231 indique que l'Allemagne est la seule responsable de tout ce qui s'est déroulé durant la Première Guerre mondiale et qu'elle est donc responsable de toutes les pertes et de tous les dommages subis par les gouvernements alliés durant la guerre. Par conséquent, il lui est imposé de payer des réparations afin de reconstruire les villes,
de rembourser les civils ou de relancer l'économie. C'est pourquoi, en Picardie, et en particulier, ça se voit bien quand on regarde les villes de Saint-Quentin, Chauny et Tergnier, de nombreuses habitations sont assez récentes et datent des années 1920. Beaucoup de maisons ont été reconstruites après la Première Guerre mondiale avec les remboursements allemands. Le problème du traité de Versailles, c'est qu'il ne résout pas entièrement les anciens conflits et qu'en plus, il en crée de nouveaux. En effet, comme on peut le voir sur cette carte, le traité de Versailles et les autres traités tracent de nouvelles frontières en Europe. L'Allemagne, mais surtout l'ancienne Autriche-Hongrie, sont morcelées et coupées en plusieurs pays qui deviennent indépendants. Cela dit, de nouvelles tensions apparaissent au niveau de ces frontières, parce que les redécoupages ont été faits parfois en dépit des volontés nationales, et surtout, c'est un traité qui est fait par les vainqueurs et qui ne laisse aucune place aux vaincus. Le problème du traité de Versailles, c'est qu'il crée un fort sentiment de rancœur et d'humiliation en Allemagne. On l'appelle pendant très longtemps le diktat de Versailles, et il engendre énormément de mécontentement et de frustration dans ce pays après la guerre. Pour conclure, nous pouvons dire que la guerre a complètement transformé l'Europe, que ce soit par les combats ou par les vagues révolutionnaires qu'elle a pu connaître. Les traités de paix ont redessiné partiellement l'Europe du début du XXe siècle, mais ils sont loin d'avoir résolu tous ces problèmes.